Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1, pour faire la présentation du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2022. On reviendra sur la course 2021, les dernières infos du paddock, le top 3, des virages de ce circuit, les enjeux également, plus les pneus, enfin toutes les dernières infos qu'il faut avoir dans sa poche avant de regarder le Grand Prix, avant de comprendre ce Grand Prix. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vos favoris pour ce Grand Prix. N'hésitez pas à me dire si vous avez hâte de voir ce Grand Prix, ce que vous pensez de ce circuit. Et des dernières infos du jour, si vous avez envie de revenir sur les dernières infos du jour, on commence tout de suite. Alors vous demandez pourquoi j'ai les cheveux mouillés. Normalement j'évite toujours de prendre une douche le matin, je prends les douches le soir. Je suis team douche le soir moi. Mais le problème c'est que j'ai pas pu le faire, donc voilà, je l'ai fait ce matin et vous vous dites mais pourquoi il s'est pas séché les cheveux? C'est que si je me sèche les cheveux, autant vous dire que je ressemble à Donna Summer ou à Monica dans les épisodes à la Barbade dans Friends. Donc ça va pas être funky, funky cool. Donc voilà. J'ai les cheveux crépus à l'italienne. C'est ça mon petit problème. On disait toujours, dans la famille, il y a un truc, c'est on dit que j'ai les mêmes cheveux que mon grand-père, et que mon grand-père, il fallait lui mettre un béret sur la tête. Il mettait un béret sur la tête quand il avait les cheveux mouillés. Je ne mettrai pas de béret sur la tête, je trouve ça moche le béret. On revient sur donc la course 2021 après cette incartade sur la coiffure. Le Grand Prix 2021, on s'en souvient tous, bien entendu, déjà parce que c'était le premier Grand Prix sur ce circuit, mais on était à l'avant-dernier Grand Prix de la saison. Il y avait le match Hamilton face à Verstappen, et puis il y avait eu cette négociation entre Hamilton, Verstappen, Toto Wolff, Christian Horner et Michael Masi dans tout ça, qui avaient décidé de leurs sanctions. Voilà, il y avait une négociation pour savoir quelles sanctions on mettait, ce qui fait qu'Ocon était parti en pole position sur le deuxième départ, troisième départ, je ne sais plus, parce qu'il y avait eu 2-3 départs sur le Grand Prix. Il y avait eu également l'action entre Verstappen et Hamilton où il y avait eu une incompréhension entre les deux pilotes. Et puis on se souvient également que Ocon avait perdu la troisième place à quelques hectomètres de l'arrivée, battu par Bottas et son DRS. Le Grand Prix avait été très intéressant avec des conditions climatiques qui étaient très difficiles. Les pilotes avaient vraiment souffert physiquement pendant la course. Moi, je ne l'avais pas regardé en direct, je ne l'avais pas débriefé en direct, même ce Grand Prix, tout simplement parce que je n'avais plus d'internet. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est au moment où on m'avait coupé, je crois que c'est la première fois, on m'avait coupé les câbles internet, ou c'est la deuxième, je ne sais plus. Je crois que c'est la deuxième fois, on m'avait piqué les câbles internet. Très sympa, hein. Il y avait une petite période voilà, sans internet pendant quasiment un mois. C'est ça, d'aimer vivre à la campagne. On n'a pas la fibre et en plus on se fait couper l'internet. Et du côté de ce Grand Prix, on avait eu également une belle 5e place de Pierre Gasly, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Et on avait eu un Schumacher en difficulté comme Charles Leclerc sur ce circuit qui avait enchaîné un petit peu les crashs. 6e place pardon, de Pierre Gasly. On avait eu un Alonso 13e seulement. Vettel avait abandonné, comme Russell, Perez, Mazepin ou Schumacher. Et on avait eu Lando Norris qui avait pris seulement le point de la 10e place. Et c'était la dernière fois, je crois que Giovinazzi avait pris des points en Formule 1 avec la 9e position. On passe au circuit. Avec le circuit que vous avez à l'écran, alors il est un peu moins beau que la semaine dernière, le circuit de Bahreïn. Donc vous voyez, c'est un circuit vraiment très haute vitesse, beaucoup de virages, on en a 27, mais pas mal de courbes rapides. Et surtout, l'idée est d'aller très très vite sur ce circuit. Il y a eu quelques modifications par rapport à l'année dernière sur cette piste. On a élargi, on a décalé les murs sont un peu plus à l'intérieur du circuit désormais, donc il y a un peu plus de marge de sécurité, ce qui permettra également d'améliorer la visibilité parce que quelques pilotes s'étaient plaints de la visibilité. Circuit qui est souvent poussiéreux aussi, hein. C'est un peu comme Bahreïn, hein. On a le vent qui amène énormément de sable, donc il faut pas mal nettoyer la piste lors de la journée du vendredi. Les 3 virages importants pour moi, vous avez le virage numéro 1, le virage où il y avait eu l'incident entre Verstappen et notre ami Hamilton.
Pourquoi? Parce que en fait, entre le 1 et le 2, ça fait presque un mini escargot, on va dire, cet enchaînement. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de place. Il y a une seule trajectoire quasiment possible en sortie, alors qu'à l'entrée, on peut prendre par deux endroits. Donc voilà, c'est pas facile. C'est un endroit vraiment de dépassement. Il faudra faire attention. Le virage 1, mais presque l'enchaînement virage 1, virage 2, qui n'est vraiment pas évident. Deuxième virage pour moi, c'est le 8, enfin le 7-8 ici, parce que c'est une grande courbe. On a enchaîné déjà le 4, le 5, le 6, et le 8 arrive un petit peu en... Voilà, on est obligé un petit peu de soulager avant d'enchaîner avec le virage 9. Donc ça fait un petit peu comme à Monaco, avant le virage au niveau du port, hein, vous savez, cet enchaînement rapide. Voilà, là, c'est à peu près qui contourne la piscine. Voilà, le 7-8, ça fait un petit peu la même chose. Donc ça va très très vite, c'est un enchaînement très rapide, donc il faut faire attention à ne pas être débordé. Et puis bien entendu, le virage 22, qui a posé tellement de problèmes l'année dernière, que ça soit à Schumacher, que ça soit à Charles Leclerc, ce virage-là. Donc c'est un virage aussi pas évident parce que c'est une grande courbe, on arrive très très vite à cet endroit-là et il faut un peu relâcher mais pas trop pour conserver du grip. Et avec les F1 2022, ça risque de ne pas être évident sur ce virage-là. On passe à la météo de ce week-end de course météo qui sera plutôt sympathique. Avec lors des essais, lors du vendredi aux alentours de 22 degrés avec 25 à 35 km/h de vent, le vent qui va baisser au fur et à mesure du week-end. Samedi, on aura 24 degrés du côté de Jeddah avec 20 à 30 km/h du vent qui viendra toujours du même endroit, hein. On sera toujours avec du vent de nord-ouest. Et puis dimanche, la température va encore augmenter avec 26 degrés et surtout 15 à 25 km/h avec du vent de nord-ouest, donc du vent un peu moins fort. Samedi, les risques de précipitation sont de 0%, hein, quasiment. On est quand même dans un lieu désertique. Il faudra faire attention également la température au sol qui va baisser au fur et à mesure de la soirée pour la course, mais également pour les qualifications. Donc peut-être qu'en Q3, on ira moins vite qu'en Q2. On passe aux infos du week-end, les infos, les statistiques, les infos un petit peu du paddock. Désormais, on va commencer par Sébastien Vettel. Eh bien, Sébastien Vettel qui est toujours incertain pour ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, hein, toujours positif à la Covid en ce jeudi matin. Il n'a toujours pas réussi à avoir un test négatif au Covid-19. Hülkenberg est en stand-by, donc il est présent sur le circuit, hein, Nico Hülkenberg. Si Verstappen n'arrive pas à faire de test positif, eh bien c'est Nico Hülkenberg qui fera ce deuxième Grand Prix. On pourrait avoir également peut-être un Hülkenberg le vendredi et un Vettel le samedi, si Vettel arrivait à faire un test négatif ce vendredi. La décision sera prise demain pour savoir si Vettel pourra courir ce Grand Prix. Autre info de cette semaine du côté de la Formule 1, eh bien, il semblerait, selon des sources italiennes, le Corriere dello Sport, donc du grand journal italien comme la Gazzetta, qui, selon ce journal, alors journal italien, donc il faut quand même se méfier de cette information, Ferrari n'aurait pas utilisé son moteur à pleine puissance car l'équipe voudrait être sûre de la fiabilité de son moteur thermique, de son power unit, et ils augmenteraient la puissance au fur et à mesure des courses et des grands prix. Si c'est ça, c'est quand même très inquiétant pour les adversaires parce que ça voudrait dire que le moteur Ferrari est largement au-dessus du lot de ses adversaires. Autre info du week-end, c'est Stefano Domenicali qui voudrait aller jusqu'à 30 grands prix. Selon l'Italien qui dirige la Formule 1 pour Liberty Media, eh bien, il y aurait tellement d'engouement autour de la Formule 1, grâce notamment à Drive to Survive, que l'Afrique du Sud, les États-Unis, notamment Las Vegas, veuillent accueillir des grands prix. Et donc, on pourrait aller jusqu'à 30 grands prix par saison. Alors il est bien sympa Stefano Domenicali, mais pour moi, plus on va augmenter le nombre de grands prix, moins un grand prix de Formule 1 va devenir un événement. Donc il y a des grands prix et puis les gens vont commencer à avoir du mal à suivre toute la saison.
Moi, quand j'ai commencé la F1, il y avait 16 Grands Prix. Donc, suivre 16 Grands Prix, c'était facile. Déjà maintenant 23, à des moments, tu sais, avec les autres disciplines sportives ou même avec les autres catégories des sports mécaniques, ça commence à être très compliqué. Des fois, ça se marche un peu dessus, les différents calendriers. Mais avec 30 Grands Prix, ça sera quasiment impossible qu'on n'ait pas les 24 heures du Mans ou les 500 miles d'Indianapolis en même temps qu'un Grand Prix de F1. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ça sera très compliqué de suivre la F1 et d'autres disciplines, ce qui je trouve est un petit peu dommageable. Et puis, il ne prend pas en compte également la fatigue des pilotes et la fatigue des mécaniciens. Déjà aujourd'hui, c'était, je crois, Vettel ou Verstappen, je ne sais plus, qui disait qu'il y avait eu pas mal de divorces chez ces mécaniciens parce que ils sont quasiment jamais à la maison. Ça va être de plus en plus compliqué d'être mécanicien de Formule 1. Et pour la logistique des équipes, ça va être difficile. Et quand on est plutôt dans l'idée de réduire les coûts, augmenter le nombre des grands prix va en l'encontre de diminuer les coûts. Parce que plus il y a de courses, plus ça coûte cher en logistique. Et donc plus ça coûte cher en logistique, plus ça coûte cher parce qu'il faut faire plus de pièces. Forcément, on aura besoin de plus de moteurs. Il faut aller aux quatre coins du monde, donc c'est pas toujours facile. Il y aura plus de trajets en avion. En termes d'écologie aussi, on y repassera. Donc je suis pas sûr que ça soit l'idée du siècle. Et autre idée un peu à la con de cette semaine, selon Canal+, il y aura une course sprint du côté de Monaco, en plus d'une course traditionnelle. Pour Stefano Domenicali, l'objectif est de ramener le spectacle à Monaco, et cette course sprint permettra d'avoir plus de dépassements. Non, en fait, parce que Monaco, il n'y a pas de place pour faire des dépassements. Donc en fait, on va avoir deux fois la même course. Autant ça a un intérêt pour moi sur des circuits comme Monza, comme Interlagos, on a déjà pas mal de déplacements, me voir pourquoi pas à Bahreïn, autant Monaco, ça n'a aucun intérêt d'avoir une course sprint parce que on ne peut pas dépasser à Monaco. Voilà. Alors à part si tu faisais une course sprint avec 5 pilotes, avec 5 voitures, pourquoi pas avoir des dépassements, mais je trouve que ça n'a aucun sens. Moi je préférerais plutôt qu'on tente à Monaco de faire les qualifs comme en Formula I. Avec les meilleurs qui partiraient avec des qualifications à 5-6 et une super pole derrière. Ça pourrait être intéressant à Monaco parce que déjà ça éviterait les problèmes de sécurité au niveau des qualifications. Mais non, là, excuse-moi, mais c'est une idée à la con d'avoir une course sprint à Monaco. C'est une idée complètement stupide. En sachant que donc avec le calendrier qui est assez chargé à Monaco, séance de qualification le vendredi, c'est quand même un circuit qui est atypique, donc ça veut dire qu'on aura une séance d'essai pour régler les bagnoles. Ça va être sacrément coton pour les équipes si on fait ça. Belle idée à la con, je trouve. Autre info du week-end, c'est Norris qui a prévenu, après le Grand Prix qui a été compliqué pour McLaren, que la solution pour McLaren ne sera pas simple à trouver, parce qu'il a dit très clairement que quelquefois la voiture, l'équilibre est plus ou moins bon, mais au final nous sommes plus lents que la majorité des autres équipes. Nous n'avons pas suffisamment d'appui à l'avant et à l'arrière de la voiture. C'est une question d'appui, de charge totale. Il y a certainement des choses que nous pouvons essayer d'adapter et peut-être changer sur la voiture pour la faire fonctionner un peu mieux. Mais ce n'est pas si simple non plus. C'est aussi une grande partie la philosophie de la voiture. Il s'agit de comprendre vraiment comment la faire fonctionner correctement. Ce qui n'est donc absolument pas rassurant pour McLaren dans les jours à venir, dans les grands prix à venir. Il semblerait que le problème soit vraiment important pour l'équipe anglaise. Autre info du week-end et de cette semaine, on a enfin trouvé le problème sur la voiture de Red Bull, ce qui a provoqué l'abandon de Max Verstappen et de Perez. Il semblerait que ça soit un problème de pompe à essence, c'était le problème qu'on pensait au départ. On pensait que c'était la pompe à essence qui était défectueuse. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que quand ils ont démonté les pompes à essence, elles étaient nickel, les pompes à essence. En plus, elles étaient toujours légèrement immergées dans le carburant. Il y avait encore du carburant dans les réservoirs. Il semblerait, selon Red Bull, qu'en fait la pompe à essence soit mal placée dans le réservoir, ce qui fait qu'en fait, malgré le fait qu'il y avait encore de l'essence dans le réservoir, elle a avalé de l'air, et ce qui a provoqué l'arrêt du moteur, car le moteur ne pouvait plus faire la combustion vu qu'il n'y avait plus d'essence. C'est-à-dire que la pompe à essence, au lieu d'absorber de l'essence, absorbait de l'air, car l'endroit où elle se trouvait n'était pas assez immergé dans le réservoir. Par contre, on n'a toujours pas réglé le problème du côté de Red Bull, c'est le souci de direction assistée qu'a eu Verstappen. Verstappen qui a été très critique même envers Red Bull,
notamment sur son problème de direction assistée où il a dit la voiture était impilotable à un moment, on n'arrivait pas à tourner le volant et c'était presque un miracle si on arrivait deuxième. Il a critiqué également le comportement de sa voiture qu'il trouvait beaucoup moins beau qu'en essai libre et la stratégie de Red Bull, donc assez critique pour un début de saison Max Verstappen. Et puis on termine avec cette statistique assez intéressante. Eh bien, la victoire de Charles Leclerc, c'est la deuxième période la plus longue sans victoire en Formule 1 pour Ferrari, car il fallait remonter à la victoire de Sébastien Vettel à Singapour en 2019 pour retrouver une dernière victoire de Ferrari, ce qui faisait donc 46 courses et 2 ans sans victoire, 2 ans et 5 années. Et il y a une période sans victoire encore plus importante, c'est entre Alain Prost et Gerhard Berger, où entre ce Grand Prix d'Espagne et ce Grand Prix d'Allemagne 94, on avait mis 3 ans, 10 mois et 1 jour, soit 59 Grands Prix, sans victoire pour Ferrari. Donc la deuxième période sans victoire la plus importante de l'histoire de la Scuderia. On poursuit cette vidéo alors que nous sommes à 16 minutes avec les enjeux du week-end. Du côté des enjeux du week-end, Ferrari va-t-il encore dominer ce week-end de course? Parce que si on n'a pas utilisé à 100% le moteur, que la voiture semble bien née et que les pilotes sont très confiants et performants, Ferrari va peut-être, et sur un circuit où le moteur est prépondérant, où on va très très vite, Ferrari va peut-être dominer sur ce week-end de course. La Red Bull et le moteur Honda seront-ils fiables? Parce que je rappelle que sur 4 voitures, 3 moteurs Honda sont tombés en panne, parce que je rappelle que Pierre Gasly a eu également un problème. Il semblerait qu'on ait réglé le problème du côté de Pierre Gasly. On ne nous a pas donné beaucoup plus d'informations du côté d'AlphaTauri. Et Red Bull, on sait qu'il y a eu énormément de problèmes sur la voiture de Verstappen pendant le Grand Prix. Donc est-ce que tous ces soucis sont réglés? Albon va-t-il battre McLaren et Aston Martin? On peut se poser la question parce qu'en qualification, le pilote thaïlandais a été très fort. Le problème d'Albion, c'est comme Hülkenberg et Zhou, ils n'ont jamais roulé sur cette piste en Formule 1. Et Albon et Hülkenberg n'ont jamais roulé sur cette piste totalement. Donc ça peut peut-être être un problème, et Zhou non plus, je crois, en passant, je ne sais plus. Doute si la F2 l'année dernière était allée en Arabie Saoudite. Je ne crois pas. Et puis, dernière question, dernier enjeu, la voiture de sécurité aura-t-elle assez d'essence pour finir la course? Parce qu'on risque de la voir très régulièrement sur le Grand Prix, et vu qu'il y a également la F2, ça risque peut-être d'être compliqué pour cette voiture de sécurité. Du côté des pneus, on aura les mêmes pneus que l'année dernière, donc c'est-à-dire C2, C3, C4, mais du côté de Mario Isola, on a bien précisé que les composés sont les mêmes, c'est-à-dire c'est les mêmes catégories de pneus, mais que la composition de ces pneus a énormément changé, donc les équipes auront encore beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'on a les pneus qu'on verra le plus souvent cette saison, hein, c'est la gamme, on va dire, intermédiaire de chez Pirelli, en sachant que le C2 et le C3 étaient déjà utilisés du côté de Bahreïn. Le C2 était le médium, le C3 était le pneu tendre. On passe désormais au pronostic. Du côté de mes pronos, j'ai mis Charles Leclerc, qui me semble un peu meilleur pour le moment que Sainz. J'ai mis Bottas, parce que Bottas me semble très performant sur ce début de saison, et puis avec le moteur Ferrari, et ça peut peut-être aider. Puis j'ai mis Carlos Sainz. Je vois un triplé des moteurs Ferrari. Je rappelle que les moteurs Ferrari, il y en avait 5 dans les 10 premiers lors de la dernière course. On regarde les cotes précisément pour ce premier Grand Prix de la saison. Chez Winamax, pour les qualifications, on met Charles Leclerc favori avec une cote à 2,15, Verstappen est à 2,65, Carlos Sainz à 6,50, Hamilton à 9,50, Valtteri Bottas est à 60 contre 1, Pierre Gasly également à 60 contre 1, Kevin Magnussen est à 46 contre 1, et un Latifi est à 1400 contre 1 comme Alexander Albon. Du côté de la victoire en course, Charles Leclerc est en tête avec une cote à 2,35, 2,50 pour Max Verstappen, Carlos Sainz est à 7,75, Bottas par exemple est à 100 contre 1, ce qui me semble très élevé comme cote, et un Lewis Hamilton est à 11 contre 1, Sergio Perez à 17 contre 1. Du côté de Parion Sport, pour les qualifs, j'ai oublié de cliquer, hop, tac, voilà, si ça s'affiche rapidement. Est-ce que ça va s'afficher rapidement? On va peut-être passer avant sur BetClick. Du côté de BetClick, Charles Leclerc est en tête pour gagner les qualifications à 2,25. Pareil pour Verstappen, ils sont à égalité à 2,25 chacun.
Lewis Hamilton est à 10 contre 1, Carlos Sainz à 6 contre 1, un Bottas est à 65 contre 1, un George Russell est à 30 contre 1 pour la qualification. Mick Schumacher à 150 contre 1, ça me fait un peu marrer parce que moi je l'aurais vu un peu plus loin. Et du côté de la course, pour la victoire, Max Verstappen est à 2,35 contre 1 comme Charles Leclerc, Carlos Sainz est à 8 contre 1, George Russell est à 35 contre 1, Pierre Gasly est à 100 contre 1 comme Bottas et Ocon est à 150 contre 1 et George Russell est à 35 contre 1. Du côté de Unibet pour la course, bien entendu, ça a décidé de recharger quelque chose. Ça s'affiche. Voilà, Charles Leclerc est à 2,33 contre 1. Un peu devant Verstappen à 2,42. Sainz est à 7 contre 1. Hamilton à 11 contre 1. George Russell est à 25 contre 1. Bottas à 70 contre 1. Et Esteban Ocon à 100 contre 1. BetClick. Pour les qualifications, c'est Charles Leclerc qui est favori avec 2,30 contre 1, 2,50 pour Verstappen. Perez à 17, Russell à 29, Magnussen à 67, un Pierre Gasly est à 67 contre 1 également, Esteban Ocon à 126 contre 1. Du côté de la victoire, Charles Leclerc favori à 2,20 contre 1, Verstappen à 2,25, Sainz à 6,50, Hamilton à 7,75. Magnussen à 101 contre 1, Schumacher à 201 contre 1. Et puis je termine avec Parion Sport, ça s'est enfin affiché. Pour la victoire, le favori c'est Leclerc à 2,25 contre 1, devant Verstappen à 2,40 et Sainz à 7. Et pour la qualif, c'est Leclerc favori à 2,15 contre 1, devant Verstappen à 2,60 et Sainz à 6,50. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont dangereux. Notamment, ne vous faites pas avoir par ces entreprises qui ne veulent pas que vous gagniez. Leur objectif, c'est que vous perdiez. C'est comme ça qu'elles arrivent à gagner des centaines et des millions d'euros. Donc l'objectif, c'est que vous perdiez de l'argent, c'est pas que vous en gagnez. Donc faites vraiment attention, ne mettez pas toutes vos économies d'argent et faites attention à l'addiction aux jeux d'argent, c'est très dangereux. Du côté du programme, le programme de la Formule 2, programme télé, 16h20 les qualifications vendredi sur Canal+ Sport, la course sprint à 13h30 samedi sur Canal+ Sport encore, la course principale à 15h55. Et du côté de la Formule 1, les essais libres 1 à 15h, les essais libres 2 à 18h vendredi sur Canal+ Sport, essais libres 3 à 15h, qualif à 18h de nouveau sur Canal+ Sport le samedi 26. Et la course à 19h sur Canal+, avec la grille à 18h sur cette même chaîne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!